Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Ilia et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'endométriose avec mes copains, Sun, Laetitia et mon chéri Ferdi. Ferdinand, Ferdi pour les intimes. Voilà. Et donc on a fait une première partie de cette vidéo sur la chaîne de Laetitia et dedans on a parlé de la définition d'endométriose, du diagnostic, comment il a été posé pour toutes les deux, de la maladie au quotidien, enfin voilà, tout ça vous pourrez le voir sur la chaîne de Laetitia. Qui s'appelle Le corps, la maison, l'esprit. Voilà. Et qui est une chaîne vachement cool, d'ailleurs. N'est-ce pas? Il y a vraiment, enfin, c'est une mine d'or, une mine d'informations sur plein de trucs en fait. Ouais, franchement, surtout ce que j'expérimente dans la vie. Ouais, voilà. On va dire ça comme le ça. zéro déchet, Le minimalisme, l'écologie, les magnifiques personnes que je rencontre. Donc ça, c'est la chaîne de Laetitia. Et comme disait Laetitia dans la première partie, elle nous a emboucané tous les deux pour créer une chaîne YouTube. Donc voilà, ça c'est plus ou moins la première vidéo que je tourne, même si c'est peut-être pas celle qui sera la première en ligne, mais donc, je suis un peu stressée, mais ça ira. Et Sun, qui, donc là c'est en fait ta troisième vidéo. Moi en fait je sais pas comment compter les vidéos. Voilà, j'apparais souvent chez Laetitia, puis elle m'a emboucané pour faire la mienne. Donc si tu peux nous présenter aussi ta chaîne qui vient d'ouvrir, ton bébé chaîne en fait. Oui, ma bébé chaîne YouTube grâce à Laetitia. Donc moi j'ai une chaîne qui parle essentiellement de bio, donc mon journal bio, dans lequel c'est un petit peu la continuité de mon blog qui est un journal ouvert sur mes expérimentations bio et surtout avec les huiles essentielles en cuisine. C'est une chose que tu oublies souvent de préciser, c'est que moi j'aime beaucoup utiliser les huiles essentielles, non pas en aromathérapie mais plus dans la cuisine. Donc voilà. Donc bon, voilà, moi j'ai pas défini, mais vous avez juste à aller voir la vidéo de présentation de la chaîne et vous en saurez plus sur tout ce que vous trouverez. Et on a donc Ferdi, mon copain, pour avoir aussi son point de vue à lui par rapport à l'endométriose, parce que comme on l'a déjà dit, c'est donc une maladie qui à la fois nous touche dans notre féminité, mais aussi dans le couple, dans le rapport à l'autre. Donc c'était aussi important finalement d'avoir son ressenti, son retour par rapport à tout ça. Au-delà du fait qu'elle nous a emboucané, voilà, mais pourquoi Laetitia est là? Parce que c'est vrai que vous pouvez peut-être vous demander. Moi j'avais aussi vu sa vidéo dans laquelle elle nous parlait de sa difficulté à avoir des enfants et où effectivement beaucoup de personnes lui ont parlé direct d'endométriose. Donc vous voyez que c'est quand même très lié à infertilité, endométriose, tout de suite les gens font le rapprochement. Et donc comme elle, heureusement, tu n'as pas d'endométriose. Oui, parce qu'en fait moi quand j'ai entendu ce mot j'ai cherché et le premier truc que j'ai vu c'est que c'était lié à des grosses douleurs de règles. J'ai la chance de ne pas en avoir, donc j'en ai conclu que j'avais pas l'endométriose. Et sur la première vidéo, justement, quand tu parlais de, tu sais, du truc là, de l'échographie, le truc, voilà, l'échographie où on voit des symptômes. Moi, j'ai fait une échographie il y a pas longtemps et donc ma gynéco m'a dit, waouh, mais il est tellement beau ton utérus. Ouais, mais il faut faire attention parce que ça veut rien dire. Vu que moi, j'avais déjà fait l'écho pelvienne avant et vu que c'était pas un spécialiste. Ils savaient pas quoi chercher. Par rapport au diagnostic, le seul examen qui peut te montrer l'endométriose réellement, c'est l'IRM. Donc ça, c'est quelque chose, quand il y a des douleurs de règles ou même des échographies bizarres ou quoi que ce soit, s'il y a le moindre doute, il faut demander un IRM. Après, je pense, comme tu ne nous parles pas de douleurs de règles, franchement, t'es pas constipée? Non, t'as pas de parce qu'on n'a pas parlé de ça dans les douleurs au quotidien. Ça fait glamour, mais il y a ça. Alors sur ma chaîne, c'était super glamour. Voilà. Mais sur celle-ci, on y va. Allez, sur ta première donc vidéo, constipation ou l'inverse. Oui. C'est dans les. C'est pas normal en tout cas ce qui se passe. Voilà. Bon, a priori, instant glamour, bonjour, c'est fini. Voilà. Donc pour en revenir justement, on parlait donc d'infertilité. Et ça, on l'a vu quand on parlait de diagnostic, c'est que très souvent, c'est diagnostiqué au cours d'un diagnostic d'infertilité. En gros, si je prends mon cas, moi j'ai arrêté la pilule il y a à peu près 4 ans et demi, 5 ans. Et pendant 3 ans et demi, je m'inquiétais pas trop parce que finalement... on n'était pas en mode ça y est, ovule, paf, on y va. On a eu, la vie a fait que, on ne s'est pas trop posé la question, mais au bout de 3 ans et demi, j'ai quand même voulu vérifier ce qui se passait. Et le rapport d'infertilité te dit, voilà ce qui se passe. Et donc, c'est, je pense, quelque chose qui touche quand même beaucoup de femmes, parce que quand on t'annonce l'endométriose, on t'annonce aussi indirectement que tu vas galérer à avoir des enfants.
c'est quand même la conséquence. Alors exactement pourquoi ils ne le savent pas nécessairement, mais en gros, c'est que ça crée quand même un environnement qui est défavorable, hein, parce qu'il y a quand même une inflammation constante, et selon où c'est placé. Après, il y a peut-être d'autres facteurs, mais c'est vrai que comme c'est peu étudié, ils tâtonnent. Ils savent pas vraiment pourquoi. On est un peu des cobayes en fait. Hein. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est pas facile en fait à vivre, je dirais, au quotidien, parce qu'en même temps, bon, certes, il y a les douleurs, mais c'est vrai que ce côté où tu veux un enfant, tu fais en sorte, tu essayes de faire en sorte que ça puisse arriver, ça ne vient pas, et en même temps, tu sais que tu as cette maladie-là qui se propage, parce que globalement, elle est quand même, pas chez tout le monde, mais elle est évolutive. Donc, plus tu attends, plus ça évolue, moins tu as de chances d'avoir d'enfants. Plus toi, à côté de ça, ta fertilité naturellement, elle baisse, hein, c'est normal. Donc, plus c'est diagnostiqué tard, moins tu as de chances d'avoir d'enfants. Donc ça aussi, voilà, c'est aussi pour ça que le diagnostic, plus il se fait. Si vous avez le moindre doute, allez-y. Au cas où, au pire, vous aurez une mauvaise surprise, mais au moins vous saurez. Ou si dans le meilleur des cas, vous n'aurez rien, mais au moins voilà, ce sera clair. Hein. Parce que moi, c'est mon cas. Je me suis auto-diagnostiquée ouais. Du coup, vachement tôt. Et elle m'a dit, moi je pourrais te donner des solutions en fonction de si tu me dis si tu veux des enfants ou pas. C'est ça. Je pourrais c'est pas ce qui va te guérir, mais au moins, si tu me dis aujourd'hui je veux des enfants, je vais peut-être te donner d'autres solutions que si tu me dis je veux jamais d'enfants de toute ma vie et ça sera autre chose. Et quand elle m'a posé ça, je dis je peux pas décider là tout de suite maintenant, déjà laisse-moi digérer, hein. Et là te dire tout de suite maintenant si je veux des enfants, non, je peux pas. Et du coup la problématique elle est vachement différente dans vos deux cas, parce qu'en fait toi t'as été diagnostiquée vachement tard, et du coup t'es à un stade hyper avancé de ta maladie, et toi t'as un désir d'enfant. Toi t'as été diagnostiquée vachement plus tôt, mais t'as pas encore le désir d'enfant. C'est ça. Donc c'est... moi, le truc qui est compliqué, c'est qu'en fait, en gros, on peut... Parce que, bon, on va un petit peu avancer sur les traitements. C'est-à-dire qu'en gros, dans les traitements standards, hein, traditionnels, il y a opération ou hormonothérapie, quoi. Donc, on en reparlera un peu plus. Mais en gros, moi, on ne peut pas m'opérer parce qu'on risquerait de me rendre stérile en m'abîmant. Voilà, parce que j'en ai partout. Donc, évidemment, plus on va découper, on peut me rendre stérile. Et deuxième partie, l'hormonothérapie, c'est en gros te mettre sous ménopause artificielle. Si tu veux des gamins, c'est un peu... voilà. Donc en fait, je me retrouve face à... voilà. Et la troisième solution, c'est la FIV. C'est la seule solution, en gros, qu'on m'a donnée à moi, c'est la FIV. Et c'est vrai que si... moi, je suis dans une démarche naturelle où déjà les hormones c'est juste pas possible pour moi. J'ai arrêté ma pilule aussi par rapport à tout ça, donc voilà, ça devient compliqué. La FIV, il y a quand même un traitement hormonal pour la préparer. Je sais pas, je dis pas que on le fera jamais, mais au jour d'aujourd'hui c'est pas en tout cas ça fait pas partie, voilà, c'est pas une solution que j'envisage là. Surtout que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que il y a des femmes qui ont l'endométriose qui tombent enceintes. Oui. C'est-à-dire c'est pas comme c'est pas si parce quelque que chose vous avez l'endométriose que vous êtes stérile. Il y a même des cas où l'endométriose s'améliore ou disparaît, voire même avec le bébé qui arrive, avec la grossesse. Parce qu'il y a un changement hormonal qui fait que... Voilà. Donc, et le deuxième truc aussi, avant de tirer les conclusions, il y a l'homme aussi qui a droit à des explications. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que c'est pas forcément lié à la femme, ça peut être lié à l'homme, le fait de ne pas avoir d'enfant. Donc on a le droit de la petite chambre blanche qui est extrêmement agréable pour un mec, avec les infirmières qui te charrent devant. Donc c'est le plaisir pour les mecs, mais voilà, ça peut aussi être lié à ça. Oui, parce que le bilan de la fertilité se fait des deux côtés. Hein. Voilà, c'est là où c'est impliquant aussi pour l'homme, et une façon de soutenir aussi, de dire oui, je fais ces démarches, et je sais que moi ça a pris un moment, parce que forcément c'est pas une démarche agréable, pas agréable pour l'homme non plus, c'est aussi intrusif pour l'homme aussi de faire ça, et on l'oublie par un moment de le dire, et en même temps c'est hyper important que l'homme soit là pour le faire.
Parce qu'aussi, par rapport à l'infertilité, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si on est au stade 1 ou au stade 4 ou 5, alors le stade 5 apparemment c'est quand même tellement grave que là, voilà, oublie d'avoir des enfants. C'est ça. Mais du stade 1 au 4, apparemment, c'est pas parce que tu es au stade 4 que tu auras plus de difficultés à avoir un enfant que quelqu'un du stade 1. En fait, de 1 à 4, ils savent pas, toujours pareil, ils savent pas. Voilà. Mais tu peux très bien en avoir plus facilement au stade 4 et galérer au stade 1. Donc, est-ce que c'est physiologique? Est-ce qu'il y a des causes qui sont d'autres? Enfin, voilà, en fait, finalement, tu peux pas trop savoir. Mais c'est comme ça. Donc, c'est vrai que c'est important de le dire aussi. C'est pas parce que tu es au stade 4 que c'est la fin du monde. Mais en tout cas, c'est quand même plus compliqué pour quelqu'un qui a de l'endométriose. Voilà, faut être clair. Et surtout, moi, je vais aussi soulever le problème inverse, c'est-à-dire que tu ne veux pas d'enfant pour l'instant. Se retrouver face à la solution contraceptive, pardon. Ça peut être terrible. Là, c'est horrible parce que moi, en fait, je suis à un stade 1 ou 2, je sais plus, mais c'est pas... Enfin, faites ensemble, Voilà. Et moi, le traitement qui m'a été proposé, c'est continuer la pilule en continu. Sauf que comme je suis dans une démarche où les hormones en continu... Donc la pilule en continu, c'est tu n'as pas de règles, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. On arrête les règles. C'est une sorte de ménopause. Voilà, une sorte de ménopause artificielle, tout à fait. Ouais. Et du coup, même moi, cette année, je me suis dit, je ne peux pas continuer de cautionner ce genre de choses. Je suis déjà dans une démarche où j'essaie d'assainir le plus possible ma vie, mes choix, etc. Donc le fait d'ingérer des hormones tous les jours, même si c'est des microdoses, au fur et à mesure des années, tu te dis, c'est un peu étrange. Et ça s'est même vu quand j'ai arrêté la pilule. J'ai redécouvert mon corps. Je me dis, mais c'est pas possible. De redécouvrir son corps, c'est pas possible. Et si, en arrêtant la pilule, j'ai redécouvert. Et quand j'ai été voir un autre gynéco, du coup, parce que j'ai changé de région, et je lui ai dit, qu'est-ce que vous me proposez comme solution contraceptive? Parce que moi, je voudrais arrêter les hormones, etc. Je lui ai dit, moi, j'aimerais bien, par exemple, passer au stérilet. Il m'a dit, non, avec l'endométriose, pas de stérilet, parce que ça accroît encore plus le risque d'infertilité. Et donc là, toi, tu es dans ta démarche où tu dis, je veux pas d'hormones, je vais plus prendre la pilule, je peux pas prendre le stérilet, qu'est-ce qui me reste? Il te dit, les préservatifs, ou alors continuer la pilule ou l'implant. Et là, tu sais plus quoi faire, en fait. Et tu dis, en fait, tu te dis, est-ce que je prends le risque de vivre une vie sans protection avec quelqu'un, en ayant fait les tests, bien sûr, avec quelqu'un et voir si je tombe enceinte ou pas? Sachant que tu n'es pas dans un désir de... Mais ce qui est fou, c'est que c'est presque... Enfin, je pense que c'est même pas presque, c'est plus facile d'avoir de l'endométriose avec un désir d'enfant, parce qu'en fait, tu t'en fous. La contraception ne fait pas partie de ton questionnement. Voilà. Alors que si tu as de l'endométriose avec tu n'as pas de désir d'enfant, en fait, tu as encore moins de solutions. T'as pas de solution. Voilà, c'est ça. Débrouille-toi, en fait. C'est ça. Et c'est terrible parce que tu dis, mais non, mais là, je ne veux pas prendre ce risque, je ne veux pas courir le risque mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais continuer toute ma vie comme ça ou comment ça se passe? Après, tu te dis, bon, si je prends le risque du stérilet et qu'un jour je me réveille, je me dis, vas-y, je veux des enfants, et qu'ils m'annoncent, en fait, à la base, c'était pas l'endométriose qui t'aurait fait que t'aurais pas d'enfant, mais le stérilet. Tu sais plus où t'en es dans ta décision et tu sais pas ce que tu dois faire. Et là, aujourd'hui, c'est mon questionnement. Aujourd'hui, c'est pendant 1 an, j'ai testé sans pilule et d'essayer d'autres solutions naturelles autres que la pilule. Et là, j'en suis revenue au stade où je reprends la pilule parce que j'ai pas envie de tomber dans ce risque d'avoir un enfant maintenant, parce que je ne sais pas, et que tant que j'ai pas dit à ma gynéco, voilà, je veux un enfant, elle peut pas me proposer de solution adaptée. Du coup, le truc auquel je pense là, c'est est-ce que dans tes relations aussi amoureuses, ça change quelque chose? Parce que, tu vois, nous deux, c'est des cas différents par rapport à l'infertilité, même si moi je suis pas dans le cas de l'endométriose, mais moi c'est différent parce que nous deux, c'est différent parce qu'on est déjà dans un couple, et dans notre couple, on a eu un désir d'enfant. Après, on a découvert après que c'était pas possible. Donc, moi, pour situer, je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir d'enfant, donc là, je rentre en parcours PMA, à début d'année. Donc, toi, tu es dans un truc différent où tu commences une relation avec quelqu'un sachant qu'il y a peut-être des chances que tu puisses pas avoir d'enfant. Du coup, je me demande, est-ce que ça change ta relation? Est-ce que tu le dis à la personne? Je le dis cash. D'accord. Enfin, j'ai vécu 5 ans avec quelqu'un qui voulait un enfant, et quand on s'est rencontrés, je lui avais toujours dit non, c'est niet. Et en fait, plus j'avançais dans ma relation, plus je me disais peut-être que ça pourrait être sympa, etc. Et le jour où on m'a annoncé, en fait, ça m'a... Le fait de ne pas vouloir d'enfant et le fait de réaliser que peut-être tu ne pourras pas en donner, c'est complètement autre chose.
Et du coup, quand je me suis séparée de cette personne, que je me suis remise avec quelqu'un d'autre, je lui ai dit tout de suite, mais on va partir du principe que je ne peux pas avoir d'enfant. Donc si c'est quelque chose pour toi qui est très important, autant ne pas t'engager. Parce que c'est quelque chose qui va être long. C'est même plus dur que nous. Ouais. Oui, j'ai eu le cas de quelqu'un qui m'a dit, mais c'est horrible ce que tu es en train de dire, mais tu sais, il y a des filles, etc. Je fais, non, moi c'est des choses que j'ai vu mes parents essayer d'avoir un enfant de cette manière-là. Je sais comment c'est long, je sais ce que ça demande, etc. Je ne me vois pas, je ne me sens pas, je préfère à la limite adopter. Et si l'adoption c'est quelque chose que tu ne veux pas, bah oublie-moi. D'accord. Et ça, c'est vrai que pour la personne en face, c'est l'encaisser. Et l'autre question que je me pose, c'est toi, en tant que mec qui vit ça, tu vois, dans la relation, est-ce qu'il y a des moments où ça a remis en question ton couple? Est-ce que... Je te demande ça parce que, tu vois, mon mari, un des premiers trucs qu'il m'a dit, donc nous, on va peut-être faire des FIV, enfin, on est confronté aussi à la question des FIV et la question des hormones, et on a dit, nous, les hormones, c'est notre limite. On veut pas qu'il y ait de traitement hormonal, donc peut-être, probablement qu'on fera pas de FIV. Tu vois, c'est vraiment la même problématique. Et en fait, un des premiers trucs qu'il m'a dit, c'est, si on n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est pas grave, notre couple, il passe avant, on trouvera d'autres solutions, on adoptera, ou bien on n'aura pas d'enfants, machin. Mais même si lui, les enfants, c'est genre le truc le plus important de sa vie, voilà, il m'a dit, on reste ensemble, c'est notre couple d'abord. Est-ce que toi, tu as eu ce genre de questionnement aussi? Peu. Alors, pour toi, c'était évident que... Ou bien tu t'es... Est-ce que tu t'es projeté dans une vie avec Ilia sans enfant? Et est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, je sais pas... En fait, le problème, c'est que je me projette très peu. C'est ça. Donc, mon trip, c'est d'essayer au mieux de vivre le présent et d'en faire le mieux que je peux. Et aussi d'avoir confiance en la vie, que même si je ne la comprends pas la majorité du temps, il y a une justesse dans tout ça et il y a une raison pourquoi ça arrive. Et du coup, moi je sais que dans les métiers qu'on fait tous les deux avec Ilia, on accompagne beaucoup de gens, on travaille avec beaucoup de gens aussi plus jeunes, et qu'il y a une relation souvent quand on démarre d'accompagnement, un petit peu comme si on avait des enfants qu'on fait grandir et qui gagnent en autonomie, et une fois qu'ils sont autonomes, on dit au revoir, on dit merci et on est content de les voir. Donc il y a ça déjà qui est présent dans notre vie, qui fait peut-être qu'en tant qu'homme, j'ai pas forcément ce désir très fort d'avoir mes enfants. Et après, oui, moi je dis, on est tellement nombreux sur Terre, il y a plein de gamins qui ont besoin d'amour, et voilà, donc l'adoption, c'est une évidence pour moi, si jamais ça doit pas se faire pour nous. Mais ça n'a jamais remis en question ton couple, du coup? Non. D'accord. C'est pas quelque chose que on s'est bien engueulé sur d'autres trucs qui auraient pu remettre en question ça. Mais le fait d'avoir des enfants, non, c'est quelque chose que j'ai, qui n'est pas rentré dans cette équation. Et toi, ça a remis en question ça? Est-ce que tu t'es posé des questions justement par rapport à ton avenir avec ton mec, sachant que peut-être tu pourrais pas avoir d'enfant naturellement? Déjà, je savais que, à la limite, le désir d'enfant était peut-être plus fort, d'avoir des enfants, moi, de porter, voilà, était plus fort chez moi que chez toi, je pense, quand même. Peut-être aussi tout simplement. Tu peux en porter. Non, mais je pense qu'aussi quand t'es une femme, voilà, et je crois qu'il y a aussi, ça paraît caricatural, mais l'horloge biologique, le tic-tac, où tu vois, là, moi j'ai 31 ans. Je sais que j'ai l'endométriose, je sais que déjà pour les gens normalement tu commences à arriver sur le truc où déjà ça commence à décliner au niveau de la réserve ovarienne et toutes ces choses-là. Donc tu sens une forme d'urgence en fait en toi aussi. Ton désir de grossesse a tendance à, bizarrement ça monte en plus. Voilà. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Moi je me projette plus que Ferdi. Donc je sais qu'aussi la situation professionnelle dans laquelle je suis fait que si par exemple je voulais adopter au jour d'aujourd'hui, ce serait impossible. Je suis indépendante, je gagne pas assez d'argent pour l'instant. Enfin, lui, il bosse en Allemagne. Enfin, la situation fait qu'on ne pourrait pas adopter, par exemple. Donc c'est vrai que... Non, mais c'est vrai. Donc c'est vrai que tout ça... Rien dit pour Donc c'est vrai que tout ça fait que c'est un peu plus difficile, je pense, aussi pour moi par rapport à ça. Et que... moi, c'est que... Ça n'a pas influé sur le fait de rester avec ou pas, enfin sur notre couple en lui-même, mais c'est plus moi avec moi en fait. Et ce côté d'avoir ce... Même si tu sais que ton corps il peut servir à plein de choses et que je pense pas que mon corps est une machine à faire des bébés, pas du tout. Mais quand même, c'est comme s'il y avait une part de quelque chose qui est naturel
qui fonctionne pas trop et que tu te poses un peu des questions, savoir pourquoi ça m'arrive, pourquoi... Et parce que quand même, tu es une femme et que mine de rien, dans ta tête, c'est normal de pouvoir en faire ou au moins de pouvoir avoir le choix. Est-ce que j'ai de décider si tu as envie ou pas? Et là, le choix, tu l'as moyennement en fait. Enfin, je l'ai parce que dans un sens, je peux peut-être faire des filles et toutes ces choses-là. Mais, et si tu fais des filles, c'est sûr que ça marche ou c'est quand même approximatif? Surtout que moi, en plus, avec la salpingite que j'ai eue, je serais une FIV à risque. Ça veut dire que je devrais être sous antibiothérapie pendant X temps et que j'ai moins de chances que ça fonctionne parce que c'est possible que mes trompes soient abîmées. Donc, voilà, ça c'est le deuxième diagnostic. Quand on te pose ça, tu fais je peux pleurer un peu ou pas? Enfin, tu demandes pas et tu pleures en fait. Tu dis que les hormones ce serait ton truc, mais tu penses que tu peux revenir? Parce que tu vois, par exemple, j'en sais rien. Moi je dis non, mais j'ai conscience du fait que pour l'instant j'ai que bientôt 33 ans et que peut-être que si ça continue comme ça et que j'arrive pas à avoir d'enfant, ben je pourrais réfléchir. Voilà. Moi je pense que rien n'est. Je te le dis au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Et s'il faut dans 6 mois, je dirais à Ferdi, écoute là, j'en ai vraiment. Enfin, ça devient le truc le plus important pour moi là. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'on se lance là-dedans? Là, non, mais c'est tout à fait possible. Moi, en plus, je suis un peu une girouette, donc on ne sait jamais. Hein, je pense que pour l'instant aussi, il y a toujours un espoir de trouver des solutions. Et il y en a peut-être aussi quelques-unes. C'est ça. Voilà, je pense que là, c'est le moment d'en parler aussi. Et je crois qu'il y a d'autres solutions aussi, peut-être dans d'autres pays, avec d'autres approches qu'on ne connaît peut-être pas, que ce soit la médecine chinoise ou autre chose. Et qui valent le coup d'être essayés avant de faire les traitements hyper violents que notre médecine propose. Quoi. Parce que c'est ça, voilà, quand on parlait des solutions, donc il y a les solutions traditionnelles qui sont la chirurgie. Au pire, l'ablation. L'hystérectomie. Oui, c'est ça. Donc on vous enlève tout l'appareil et c'est vrai que là pour le coup t'as plus mal. T'as plus d'appareil génital. Donc moi je connais une personne qui justement quand on m'a annoncé que j'avais l'endométriose, donc dans la soirée de mon anniversaire à la famille, elle m'a dit moi j'en ai eu, on m'a enlevé, j'ai eu une hystérectomie parce que je voulais plus d'enfants, j'en avais déjà eu 2 et pour arrêter les douleurs. Là tu fais ah oui d'accord, parce que c'est un peu grave en fait ce que j'ai là, je crois. Là tu prends encore plus conscience de ce que tu as, tu vois. Voilà, donc ça peut aller jusque là, mais là on est vraiment dans le cas extrême. Mais après j'ai lu pas mal de choses et c'est vrai qu'a priori la technique qui serait la plus efficace, ce serait ce qu'ils appellent l'exérèse radicale conservatrice, ce qui veut dire qu'en gros on essaie d'enlever tout. Quitte à venir un petit peu t'enlever des bouts de côlon, des bouts de... C'est-à-dire qu'ils disent que finalement, s'il reste une petite trace d'endométriose quelque part, ça peut envoyer l'information au corps de dire « Ah ben tu peux continuer à en mettre partout ». En fait, ce serait ça. Mais toujours, c'est encore des... Ce serait. Il n'y a rien de sûr, c'est des hypothèses. Mais voilà, ça, ce serait la chirurgie. Et après, effectivement, donc les hormones. Ouais. Qui sont les deux choses qu'on te propose quand tu vas en fait à l'hôpital. Oui, c'est ça. Voilà. Et les hormones, ça t'enlève la douleur, c'est ça? Même pas. Non, en fait, moi par exemple, les hormones que j'ai, on me coupe mes hormones féminines. Donc en fait, c'est chaud hein, de savoir ça. Tu te dis, attends. Donc en fait, tout ce qui pour eux qui génère la douleur, etc., c'est les oestrogènes. Voilà. Et donc, pour éviter ça, en fait, ma pilule m'enlève mes oestrogènes. Donc, au début, quand tu m'as dit ça, je disais, quoi, je vais avoir une barbe, je vais plus avoir de seins. Enfin, tu flippes à mort, tu te dis, mais c'est quoi le délire? Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal. C'est tellement pas naturel. Mais c'est ça, c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal quand elle m'a dit de continuer la pilule. Je me dis, c'est tellement pas naturel. Pourquoi tu veux m'enlever quelque chose qui est en moi? Donc, ça veut dire que si c'est là, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Alors que ce bidule-là qui m'emmerde, c'est pas normal, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé à dire je veux plus entendre parler de la médecine. Là c'était vraiment la maladie qui m'a fait la médecine conventionnelle. C'est vraiment le dernier recours pour moi, pour si jamais j'ai moins de problèmes. Je vais essayer de voir ailleurs s'il n'y a pas d'autres solutions. Et ma gynéco, top, elle m'a proposé des traitements plus légers. Ça c'est génial parce que c'est quand même super rare d'avoir un gynéco qui est ouvert à autre chose. C'est ça, et elle m'a dit je ne sais pas si ça marche, de toute façon, même ce que je te propose, on sait pas. Alors franchement, au point où on en est, tu peux choisir entre ça ou les hormones. Bon, voilà, elle m'a dit tu peux tourner vers la médecine douce, donc j'ai fait ok, il n'y a pas de souci. Et donc du coup elle m'a parlé de, comment ça s'appelle déjà, l'Achillée millefeuille, avec deux autres plantes.
Non, je me rappelle plus du tout. Ce qu'on fera, c'est qu'elle elle cherchera un petit peu. Si elle trouve dans ses papiers, on le mettra dans la barre d'infos. Et moi, au début, je me suis dit, c'est peut-être le moment de me tourner vers la médecine, mais pas tout de suite. Donc, du coup, j'avais mis l'ordonnance dans un coin et tout. Et quand je suis descendue sur Lyon et que j'ai testé la médecine traditionnelle chinoise, bah, j'en ai profité pour lui dire, mais écoutez, je souffre d'endométriose, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Déjà, j'étais choquée qu'il sache que c'était. Il m'a pas regardé avec machin. Et en fait, je suivais régulièrement des séances d'acupuncture. Donc, il se concentrait beaucoup sur la partie de l'utérus, clairement, les genoux, les pieds, et des massages, plus dans le dos. Donc là, tu te dis, mais attends, normalement j'ai mal là, pourquoi il va dans mon dos? Comme quoi, tu te dis, bah, le corps finalement il est bien fait parce que tout est lié, etc. Plus de la pharmacopée, donc de traitement par les plantes. C'est des cachets 100% naturels. Moi qui d'habitude ne prends pas de cachets, mais là il n'y a que des plantes, c'est vraiment fait sur mesure pour moi, pour traiter mon truc. J'ai essayé ça et franchement ça m'aide. Ça guérit pas. À quel niveau? Au niveau de la douleur? Au niveau de la douleur, ça aide énormément au niveau de la douleur. Et je me suis tournée un peu, je me suis dit bah tiens, je vais tester d'autres trucs. Si je changeais des trucs dans mon alimentation, parce que comme toi j'avais lu, et j'avais vu que les produits laitiers, le gluten, etc., ça crée un environnement favorable à ce genre de choses. Mais je me suis fait, bon bah, j'essaie la médecine traditionnelle chinoise. Parce que je crois que ce qui est important, parce qu'on en a parlé, où toi tu m'as dit oui, bon, j'ai un peu mis le traitement de côté, machin, parce que c'est ça aussi, c'est un traitement qui est à prendre tout le temps. Et t'as l'impression de te dire, putain, toute ma vie, je vais devoir prendre. Ben, moi, c'était par exemple des bourgeons, c'était framboisier, vigne et genévrier. Alors au début, elle m'avait dit matin, midi et soir. Là, j'ai fait, je vais tout mettre en une seule prise. On m'a dit que c'était possible, mais ça veut dire tous les jours. Ça veut dire ton acné millefeuille, si possible tous les jours ou en période de crise. C'est un truc qui te rappelle un peu en permanence quand même. Toi, t'as envie d'avoir une vie normale. Et t'as un truc qui te rappelle tout le temps que tu atteins de quelque chose. Alors, en soi, je sais pas si c'est grave, mais en fait, c'est chiant, quoi. Oui, c'est ça. Mais la question que je me pose, moi qui n'y connais rien, c'est est-ce que ces traitements-là, ils vous guérissent? Ou est-ce que ces traitements-là, ils servent à vous faire supporter la douleur? Est-ce que vous pouvez... Alors, c'est ça qui est... En fait, il n'y a aucune étude. Donc, moi, je peux te dire que ça m'a diminué les douleurs. Que depuis que je fais tout ça, j'ai fait 2 IRM à 1 an d'intervalle. Ma maladie n'a absolument pas évolué. Ce qui veut dire que c'est hyper positif parce que vu au stade où j'en suis, normalement ça devrait flamber. Mais toi c'était un traitement médicamenteux ou un traitement naturel? Moi c'est moi c'est un petit peu comme toi, toi, c'est-à-dire que moi ça a été des bourgeons, ça c'était une naturopathe qui m'avait donné ça. D'ailleurs vous pouvez aussi prendre, il y a Féminagem qui est un complexe qui mixe un petit peu tout ça et qui se trouve je crois dans les Biocop et qui est pas mal du tout. Et moi après ça a été vraiment l'alimentation et ça a été une révélation, un truc de fou. Parce que je pense que c'est lié au fait que j'ai de l'endométriose dans le côlon et le fait d'avoir arrêté le gluten. Bon, en gros, j'ai arrêté le gluten, les produits laitiers, enfin les produits laitiers à base de vache. De temps en temps, je fais des petits écarts avec le fromage, chèvre, brebis, mais voilà. Diminuer tous les sucres raffinés, donc tous les plats préparés, on oublie. L'alcool, tout ce qui est les excitants, alcool, café, tout ça, voilà. Tabac, la viande. Surtout la viande rouge. Alors pour ceux qui viande blanche, poisson, ça passe, mais c'est quand même un régime végétarien qui est conseillé. En gros, tout ce que je résume là, c'est un régime anti-inflammatoire. En gros, c'est avoir un régime qui va éviter au maximum d'augmenter les inflammations qu'on a dans le corps et l'endométriose provoque des inflammations. Donc en gros, c'est ça l'explication. C'est pas nécessairement un régime spécial endométriose, mais c'est un régime plutôt spécial anti-inflammation. Et même dans les traitements, même quand tu veux essayer un traitement doux, il faut que tu évites tout ce qui est hormone-like. Donc moi, par exemple... Hormone-like? Ouais. Moi, par exemple, je voulais... Soja, c'est pas conseillé. Ouais, soja, c'est pas conseillé. Moi, par exemple, avec les huiles essentielles, au début, je me suis dit, bon, je vais me masser avec de l'huile essentielle de sauge. Puis là, tu regardes hormone-like et tu fais, non, je peux pas. Parce que ça aide pas... Enfin, ça m'a aidé sur le coup en me disant, oh, ça va, je me sens mieux. Mais le mois d'après... Je l'ai bien senti. Oui, donc c'est ça, là, par exemple, moi je prends éventuellement du soja lactofermenté parce que ça détruit en fait les œstrogènes, mais sinon il y a beaucoup de phytoestrogènes dans le soja. Et donc il y a des études qui montrent mais il y a des côtés positifs à ça, donc peut-être que le fait de s'en priver totalement, mais moi je suis toujours dans le doute. Je préfère m'abstenir parce que si on me dit dans 5 ans que donc je préfère m'abstenir, de temps en temps j'en prends un peu, c'est pas grave, mais en soi. Quand on passe à une alimentation végétarienne, on a tendance à tout remplacer par le soja, c'est la fête quoi. Et en fait, ça fait que sinon on mange des doses énormes de soja et ça veut dire des doses quand même énormes de phytoestrogènes. Donc voilà, ça c'est un autre truc à rajouter je pense dedans.
Mais c'est vrai que, parce que les gens peuvent se dire c'est hyper contraignant. Alors, c'est contraignant, mais honnêtement, quand vous aimez cuisiner, quand vous êtes curieux, quand vous êtes... c'est quelque chose... Oui, c'est chiant. Le plus souvent, c'est chiant quand vous allez chez les copains, quand vous allez manger à l'extérieur. Mais quand vous êtes chez vous, franchement, il y a des livres qui sont blindés de trucs, sans gluten. Vous découvrez plein de choses géniales. Et puis ça fait appel à l'imagination parce que du coup, on se dit mais comment je vais faire sans ci, sans ça, sans ça. Ouais. Vous êtes obligé d'être créatif et de découvrir des trucs que je savais même pas que ça existe, des graines de machin, les graines germées. Alors ça a été une révolution pour moi. Donc dans ce sens-là, moi ça a été assez positif. Enfin voilà, dans ce côté-là. Et juste petit point par rapport aux solutions. Alors je dirais pas que c'est une solution, mais il y a une étude qui a été faite comme quoi si on fait des personnes qui font du sport de manière assez intensive, le taux de personnes atteintes d'endométriose est diminué de moitié. Donc, je dis pas qu'il faut faire 10 heures de sport par semaine, mais en tout cas, cette étude est là, donc se bouger un peu les fesses, a priori, c'est pas mauvais. C'est à rajouter. Et même quand on a mal en faire, par le yoga, ça aide énormément. Ouais. Toi, c'est ce que tu fais? Moi, quand vraiment je suis au bout de ma vie, je fais des postures de yoga et t'en trouves plein sur YouTube, tu tapes yoga des règles. Ouais. Yoga des règles, carrément? Ah oui, carrément. Oui. Et là, tu as une ribambelle de vidéos et franchement, c'est méga efficace. Enfin, c'est pas genre tu vas danser tout de suite, hein, c'est juste déjà au moins... Parce que tu as tendance en fait à crisper sur la douleur, etc. Et donc tu te rajoutes des douleurs par la crispation que tu vas... Voilà, alors que là, vraiment, ils vont vraiment t'étirer, etc. Du coup, la douleur, tu as l'impression qu'elle est beaucoup moins intense et tu peux te lever pour aller faire manger, par exemple. Ce qui est un miracle pour nous. T'as le yoga, t'as la sophro qui t'aide aussi à la gestion de la douleur, le FT. T'as plein de petites choses. Et un mec qui masse. Ça fait des... Tu nous ferais faire Et après, voilà. Mais tu masses ici, là, ou c'est des massages? Non, c'est plus, tu te crispes un peu partout, sur le bas du dos. Parce qu'en fait, t'as aussi des douleurs qui te lancent. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai dans les jambes. Donc, là, tu peux pas faire ça irradie de partout. C'est hyper sensible. Mais par contre, dans les dos et tout ça, c'est une façon d'aider, de soulager. Genre, quand j'ai plus trop de douleur, le problème c'est que je suis ballonnée comme... juste avec la main plate, le ventre un petit peu, ça aide un petit peu. Ça aide un petit peu. Ça aide à évacuer les gaz. Décidément, c'est vraiment la partie Voilà. Mais j'avais quand même envie, je pense qu'au niveau des solutions, on a pas mal, les solutions, je dirais, des choses qui peuvent aider à gérer quand même aussi la douleur. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Et moi, j'avais quand même envie de parler, parce que c'est quelque chose qui est super important pour moi, c'est finalement de ce que j'en ai tiré de tout ça. Parce que pour moi, après, c'est vraiment ma vision des choses, et voilà, les choses n'arrivent pas par hasard. Et de chaque chose qui nous arrive, aussi désagréable soit-elle et aussi dure soit-elle, on peut aussi tirer du positif aussi de tout ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'essaye. Et l'endométriose, c'est vrai que depuis que j'ai appris ça, et même... j'ai redécouvert plein de choses, et c'est ce que tu as dit, tu vois, moi j'ai redécouvert mon corps. Moi franchement, utérus, vagin, déjà c'était des mots que j'aimais pas trop employer parce que quand même c'était un peu... Moi je savais même pas faire la différence, voilà, moi c'était la même chose. La différence, exactement où étaient mes ovaires, les trompes, ah putain en fait les trompes c'est super fin, je savais pas. Enfin tout ça, ça m'a vraiment permis de me reconnecter à mon corps, à mon corps de femme, à comprendre mon cycle. Enfin, aussi, il y a des lectures qui sont géniales, comme Lune rouge de Miranda Gray. Enfin, il y a plein de choses pour essayer de comprendre comment la femme fonctionne. Et ça, quand tu arrêtes la pilule, quand tu as tout ça, tu as envie de comprendre pourquoi j'ai mal ici. Ah en fait, c'est normal, j'ai les ovaires ici. Voilà. Et ça, moi, ça a été, en tout cas, quelque chose qui m'a vraiment appris par rapport à ça. Après, ça a été aussi de prendre ma responsabilité, parce que quand à un moment, on m'a dit, on n'a pas de solution pour vous, soit tu te morfonds dans ton coin et voilà, tu te laisses mourir. C'est ça. Soit à un moment tu fais ok très bien, vous en avez pas, moi je vais essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des choses à côté, est-ce que je peux pas aller voir auprès de médecine alternative, qu'est-ce que eux ils ont à me proposer, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur internet, sachant que sur internet en français on est un peu merdique, mais en anglais vous trouverez beaucoup plus de blogs, beaucoup plus de ressources sur tout ça. Et ça, c'est vraiment, à un moment, tu reprends aussi le pouvoir sur ça. Parce que sur le moment, quand on te l'annonce, c'est la maladie, elle a pris le dessus. Et à un moment, tu décides de dire, ok, d'accord, très bien, il y a ça. Mais à un moment, moi, voilà, je suis aussi actrice de ma vie, donc qu'est-ce que je fais?
Et ça a été quelque chose d'hyper important parce qu'après tu le retrouves, ça peut aussi s'élargir sur d'autres domaines de ta vie. Et je pense que ça c'est vachement important. Et ça m'a aussi reconnectée à mes rythmes dans le sens aussi où ça c'est quelque chose que les gens oublient. Les femmes ont besoin de se reposer pendant les règles. C'est normal, c'est le cycle. Le cycle c'est, dans beaucoup de cultures, la femme pendant les règles, par exemple à Bali, elle ne fait rien. Elle n'a pas à cuisiner, elle n'a pas à s'occuper des enfants parce que c'est normal, son corps a besoin de se... elle a besoin de se reposer parce que tu perds du sang, ça fatigue. Enfin voilà, donc... Et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, on te demande d'être une Wonder Woman tout le temps. Et en fait, non. Tu as aussi le droit de te reposer, tu as aussi le droit de descendre un peu de rythme. Et cette société nous demande d'être au taquet H24, 7 jours sur 7. Et à un moment, c'est de se dire, en fait, ok, là, c'est l'endométriose qui te demande ça. Et en fait, nous, on ne peut pas faire autrement. Donc, on est obligé de ralentir. Ton corps te le demande. Mais d'une certaine manière, je me demande, est-ce que cette maladie, elle n'est pas là aussi, parce que là, je vais de manière plus spirituelle, les trucs, pour reconnecter les femmes à ce fait de dire, écoute-toi un petit peu plus. Et finalement, des fois, ton corps te dit, ralentis. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est, enfin, à mon sens, moi, qui a été important de me dire, j'ai le droit, en fait. J'ai vraiment le droit de pas être à fond tout le temps. Et voilà, ça a été quelque chose de fort pour moi. Et aussi de me rendre compte que d'échanger entre femmes, des groupes de femmes, d'en parler, au-delà de l'endométriose en fait, tout simplement la sororité, ce qu'on appelle, c'est quelque chose de... La sororité, ça veut dire quoi? Entre sœurs. Ah, ça me fait penser à... Fraternité, sororité. Ça me fait penser au hammam au Maroc. Voilà. Quand j'avais été au hammam au Maroc, je m'étais rendu compte qu'en fait, on n'avait pas de lieu d'échange entre femmes dans ma culture, tu vois, de française par exemple. J'avais pas ce genre de truc et que c'était magnifique de se retrouver entre femmes, en plus d'être nues, d'être toutes à égalité et de pouvoir échanger, tu sais, comme dans une bulle. Voilà. Donc c'est ça. Ok, d'accord. Oui, parce qu'en fait, je me dis qu'on n'a pas ça. Si on avait ça, peut-être qu'en fait, on aurait peut-être même été diagnostiqué plus tôt parce que t'en parles et elles te disent, mais attends, t'as mal comme ça, mais c'est pas normal. Enfin, tu vois, et je crois que ça, c'est quelque chose où la femme, elle a besoin de se reconnecter à elle-même, mais aussi aux autres, en fait. Et maintenant, on a tendance à tout le temps être en compétition les unes les autres, et en fait, c'est pas ça la vie, quoi. La vie, c'est vraiment de se retrouver, d'échanger. Donc là, on a une sorte de... Mais c'est ça à quoi je pensais. Désolée, mais... Voilà. Mais non, c'est bien faire dire. Ça, je sais pas si tu le laisseras dans la vidéo, mais ce qu'on est en train de faire, c'est un petit peu ça, et c'est hyper intéressant parce que... Moi, en fait, c'est vrai que tout ça, lors du stage que j'ai fait, tu vois, de tarot, on était 8 femmes, et ça m'a bouleversée. Mais enfin, vraiment, tu sais, c'est des fois quand tu es un peu en mode ermite et que tu retrouves des copains et tu te dis en fait c'est trop bien d'être entourée. Là c'est pareil, c'est le truc où je me suis dit en fait comment j'ai fait pour vivre sans mes sœurs entre guillemets autant de temps. Et là je me suis dit mais en fait on devrait toutes avoir ça. C'est beau ce que vous dites parce que ça remet en question la notion de communauté en fait. C'est qu'à un moment donné, tu vois, on est beaucoup en communauté avec des communautés très grandes. Et ce dont vous parlez là, c'est qu'on n'a pas la vraie communauté. Oui, où tu prends le temps d'être écouté dans ce que tu es, où on ne te juge pas, où à un moment donné tu peux exprimer des choses et ça reste dans ce cercle. Et donc en parlant de sororité, il y a aussi plein de forums sur internet que vous pouvez trouver pour vous exprimer, pour échanger entre vous, parce que c'est pas toujours facile de le faire comme on a pu le faire là finalement. Et donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Alors là, de tête, les noms des forums, je sais pas exactement, mais franchement, je les mettrai en barre d'infos. Je les mettrai en barre d'infos. Après, il y a des sites aussi pour en savoir un petit peu plus. Ouais, des assos, EndoMind et EndoFrance qui sont les plus grosses et qui font pas mal d'opérations, surtout au mois de mars, vu qu'il est le mois de... c'est mars jaune. En fait, quand vous voyez le même ruban qu'on peut voir pour le cancer, le sida, le jaune, c'est pour l'endométriose en fait. Donc c'est aussi, entre autres, parce que pour ça on peut les remercier quand même, grâce à ça, qu'on en parle de plus en plus et que depuis peut-être 1 an ou 2, de plus en plus de gens, quand on en parle, on n'est pas en train de nous regarder en mode quoi c'est quoi ce mot? Bon, ça va continuer, il y en a toujours, mais voilà. Et c'est vrai qu'aussi, même si on a essayé de finir sur quelque chose de, moins grave, mais voilà, c'est en soi, on vit quand, on vit,
moi je vis encore, j'ai des merveilleux moments, enfin voilà, la vie s'arrête pas non plus. S'arrête pas 3 jours dans le mois, enfin 6 jours en l'occurrence, mais 3 jours dans le mois. Et ce qui est important, je pense, c'est quand même d'aller se faire dépister, enfin si on peut dire dépister, diagnostiquer, enfin voilà, tout simplement pour que vous ayez l'esprit tranquille, parce qu'en fait, mieux vaut savoir, parce que faire l'autruche, ça n'amène à rien. Donc je pense que et surtout quand on y va choisir un gynéco, parce que ça on le sait pas, mais un gynéco spécialisé dans l'endométriose. Et ça on le sait comment, s'il est spécialisé. Tu le vois, moi je le vois quand je suis sur mondocteur.fr, donc c'est là où je choisis mes médecins. Et en fait quand tu lis, il te dit s'il est spécialisé ou pas. Et même quand tu l'appelles, tu demandes à ses secrétaires est-ce qu'il a une spécialité en particulier. Sur les forums. Et aussi sur les forums. Voilà. Il y a quelques grands spécialistes dans les grandes villes. Moi, la mienne à Paris, qui est vraiment très connue là-dessus. Et tu as même des hôpitaux spécialisés. J'en connais qu'un, mais il est à Paris. Ouais. C'est celui dans lequel, sur le documentaire non, c'était pas celui-là. C'était un autre. Ouais, je me souviens. Parce qu'elle est dans un documentaire sur l'endométriose quand même. Donc peut-être qu'en fait vous la connaissez de par là, mais vous le saviez pas. Comme toi. Exactement. Donc voilà, je crois qu'on a bien fait le tour, je pense. Alors on a un peu de Charré parce que finalement, alors Charré c'est du sud en fait, je crois. Moi je connais pas. On veut dire qu'on a beaucoup parlé pour la traduction pour les gens qui connaissent pas, franchement. Qui connaît pas? Qui connaît pas? Oh, oui, bon. Les gens du Nord. C'est ça. Et pas que. Non, moi de Marseille, je connais pas ce mot. Marseille, c'est le Nord. Elle a d'autres trucs, mais bon. Donc voilà, on a beaucoup parlé parce que je crois que c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur parce que c'est quelque chose qui est important pour nous, qu'on vit au quotidien, qu'on avait vraiment envie de répondre aussi aux questions parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster, on fera notre maximum. Tu feras ton maximum. Mais toi aussi, tu viendras un petit peu. Voilà, le maximum pour y répondre. Après, on n'a pas. Ce qui peut être intéressant, c'est que tu fasses une FAQ de cette vidéo. Ouais. En fait, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez en barre d'infos et toi, tu peux très bien après faire une vidéo de réponse aux questions et là, c'est super intéressant. Carrément. Voilà, après, tout ça, on n'en a pas trop parlé, mais on n'est pas des spécialistes, on est juste des personnes qui sommes atteintes de ça. Ça fait pas de nous, ça fait des spécialistes d'une certaine manière, mais c'est notre histoire. Donc c'est aussi ce qu'on a expérimenté. C'est pas la solution, il n'y a pas de vérité par rapport à ça. À vous de trouver la vôtre en fait, parce que finalement des solutions qui marchent pour l'un ne marchent pas pour les autres. Donc c'est pas de donner de faux espoirs, de dire vous arrêtez le gluten et tout ira mieux, c'est pas vrai. Mais voilà, je crois que pour moi c'était important de le dire que c'est notre histoire en fait. Donc je crois qu'on va conclure. Merci à tous les trois d'avoir été merci là. À toi. À tous ces échanges et j'espère que cette petite, longue, grosse vidéo vous aura plu. Puis je vous dis à très vite. Je fais plein de bisous.